Imagine ceci. Tu es un sénateur romain respecté, l'un des hommes les plus considérés de l'Empire. Ton nom remonte à des générations. Ta toge porte la bande pourpre de la dignité. Tu as servi Rome avec honneur pendant des décennies. Ce soir, tu as reçu une invitation dorée pour dîner avec l'empereur lui-même. Un privilège qui devrait t'enorgueillir. Mais à mesure que tu montes les marches de marbre du palais du Palatin, ton ventre se noue. Les gardes à l'entrée évitent ton regard. Ils savent ce qui t'attend, et leur silence en dit long. Le parfum d'encens coûteux ne parvient pas à masquer autre chose. La peur, dense, presque palpable. Tu entres dans la grande salle où se presse déjà l'élite de Rome. Sénateurs, leurs épouses, marchands richissimes, commandants militaires. Tous se tiennent debout dans un mutisme gêné. Puis tu l'entends, des pas qui résonnent dans le couloir, accompagnés d'un rire nerveux qui te glace le sang. L'empereur fait son entrée, vêtu de soie qui scintille comme de l'or liquide, le regard brillant d'une intensité dérangeante. Il scrute la pièce comme un prédateur jaugeant sa proie, puis frappe dans ses mains avec une joie théâtrale. Mes chers amis, ce soir, nous découvrirons qui, parmi vous, aime véritablement son empereur. Ce soir, nous verrons jusqu'où va la loyauté. Ce qui suit pulvérisera chaque frontière de la décence romaine, transformant les salles sacrées du pouvoir en scène pour les appétits les plus sombres du prince. C'est l'histoire de la manière dont la démence d'un seul a contaminé un système tout entier et de la façon dont un pouvoir absolu s'use à s'absolutiser jusqu'à tout corrompre. Avant d'aller plus loin dans ces récits oubliés de survie et de souffrance, si tu aimes découvrir les coulisses cachées de l'histoire, pense à t'abonner et dis-moi d'où tu m'écoutes. J'adore l'idée qu'on explore ces histoires antiques depuis des coins du monde différents, reliés à travers le temps par la même curiosité. Pour comprendre comment l'homme le plus puissant du monde a pu transformer son palais en instrument de domination intime et de torture psychologique, il faut revenir au commencement. Comment Caligula est devenu empereur. Il naît en 12 avril. Jésus-Christ sous le nom de Gaius Jules César Auguste Germanicus. Enfant, il suit son père Germanicus en campagne, vêtu d'un petit uniforme qui amuse les légions. De là son surnom, Caligula, les petites bottes. Mais l'enfance dans la famille impériale n'a rien d'innocent. À 7 ans, il a déjà vu son père mourir dans des circonstances troubles. Certains murmurent l'ombre de Tibère. Il voit sa mère, Agrippine l'aînée, et ses frères disparaître dans l'exil, la prison, puis la mort. Victime des manœuvres paranoïaques de la politique impériale. Imagine être enfant et savoir qu'un simple coup frappé à ta porte peut être le dernier. Caligula apprend à survivre dans un monde où montrer la moindre faiblesse peut tuer, où la confiance est un luxe qu'on ne peut s'offrir. Il devient maître du masque, paraître inoffensif pendant que sa famille est méthodiquement écrasée. Cette violence formatrice se mura plus tard en besoin compulsif de dominer et d'humilier, surtout ceux qui lui rappellent les structures de pouvoir qui l'ont terrorisé. Lorsque Tibère meurt en 37 après Jésus-Christ. J'y passé, le peuple accueille le jeune Caligula, 24 ans, avec un soulagement sincère. Le fils de Germanicus, l'enfant adoré des légions. Après les années d'un Tibère reclus et soupçonneux, Rome veut du renouveau. Pendant 7 mois, Caligula paraît tenir la promesse. Il rappelle des exilés, accorde des largesses à la garde prétorienne, offre des jeux splendides. Le peuple l'adore. Mais quelque chose bascule. Fin 37, Caligula tombe gravement malade. Les sources parlent d'une fièvre du cerveau. L'Empire retient son souffle. Des jours durant, il oscille entre la vie et la mort. Certains historiens diront que la maladie a causé des dommages irréversibles, d'autres qu'elle a simplement fait sauter le mince vernis qui retenait ses pulsions. À son retour, ses proches perçoivent le changement. Le jeune homme capable de retenue n'est plus. À sa place se dresse quelqu'un qui semble avoir perdu tout sens des limites entre sacré et profane, acceptable et impensable. Au début, cela se voit peu. Dépenses extravagantes, comportements étranges dans des réunions privées, décisions erratiques. Mais derrière les portes closes du palais, le changement est radical. Caligula a découvert pendant sa traversée de la mort une idée obsédante. En tant qu'empereur, il peut tout faire à n'importe qui, et personne ne peut l'arrêter. Le personnel du palais en est témoin le premier. Des serviteurs qui ont servi la maison impériale pendant des années deviennent soudain l'objet des caprices les plus imprévisibles et d'exigences intimes imposées.
Les jeunes esclaves masculins sont particulièrement vulnérables, convoqués, testés, utilisés pour prouver une obéissance sans faille. Les femmes, elles, payent le prix le plus lourd. Les sources anciennes, prudentes dans leur langage, laissent entendre que l'empereur rôde la nuit dans les couloirs, sélectionnant au hasard celles qu'il exige de soumettre à sa volonté. Rien n'a de consentement véritable quand le refus équivaut à la mort, pour soi ou pour sa famille. Ces rencontres ne sont pas des égarements, ce sont des instruments, des scènes destinées à rappeler à tous que l'empereur dispose des corps comme il dispose des titres et des fortunes. Très vite, le cercle s'élargit aux épouses de sénateurs et aux femmes de l'aristocratie. Caligula les convoque, officiellement pour parler de carrière ou d'alliance. Elles se retrouvent piégées dans des situations où la dignité morale et la survie de leurs proches se combattent. Des dîners commencent comme de simples salons politiques et finissent par dégénérer en spectacles imposés où l'autorité se mesure à l'humiliation infligée. À mesure que l'ivresse d'impunité grandit, l'empereur raffine la mise en scène. On arrange les sièges pour que rien n'échappe au regard. On force les maris à assister, parfois à préparer, à se taire. Les visages des hommes, colère, impuissance, honte, semblent lui procurer autant de satisfaction que la contrainte elle-même. Rome tient à l'honneur plus qu'à la vie. Caligula l'arrache en public, et c'est toute la matrice des rangs sociaux qui se fissure. Le palais du Palatin change pour accompagner ses obsessions. Certaines pièces sont réaménagées pour permettre de voir et de faire voir. Sièges surélevés, cercles de couches, circulation multiple permettant d'entrer, de surprendre, d'exposer. La chambre impériale elle-même n'est plus un lieu privé. On y a accès par plusieurs portes. Des zones d'observation permettent aux témoins d'assister. L'intime devient spectacle. Le prince établit dans l'enceinte même du palais quelque chose qui s'apparente à une maison close, peuplée non pas de professionnels mais d'épouses ou de filles de familles tombées en disgrâce, contraintes de servir non seulement l'empereur, mais aussi certains invités, parfois des dignitaires venus de loin. La mise en scène n'épargne aucune hiérarchie. Ce qui était sacré, le mariage, la filiation, la pudeur, se plie à la volonté du maître. Le plus terrifiant n'est pas seulement la violence infligée, mais l'usage que Caligula fait de la sexualité comme d'une arme pour détruire l'ordre social. Il comprend qu'en forçant les citoyens les plus respectés à participer à des scènes de dégradation, il brise plus sûrement les esprits qu'avec des supplices. Des séances du Sénat sont parasitées par des exigences qui mêlent la décision publique à l'humiliation intime. Des rites religieux hérités des ancêtres sont tordus pour inclure des gestes de soumission indignes, et le prince revendique une aura divine pour les justifier. Il ne s'agit pas d'un simple délire, c'est une stratégie de profanation. En contaminant la politique et le sacré, il démontre que rien n'est hors de portée de son désir. Ni l'autel, ni la loi, ni la vertu. À ce système s'ajoute une économie de la contrainte. Caligula repère les familles riches, les plus belles épouses et filles, et monnaie indirectement leur sécurité contre un accès régulier exigé par le palais. Les invitations ne laissent aucune marge. Ne pas se présenter, c'est perdre tout, y compris la vie. Certaines familles reçoivent des calendriers de service. La durée et la fréquence dépendent, dit-on, du statut et de la fortune. Ce n'est pas de la prostitution ordinaire, c'est une spoliation organisée de l'intégrité en échange de la survie, une fiscalité perverse où la dignité devient une monnaie. Celles qui tentent de résister, par la fuite, par la révolte, parfois par le suicide, voient la machine se retourner contre leurs proches. Les sanctions sont collectives pour décourager toute autre tentative. Le message est clair, on ne sauve pas son honneur en sacrifiant sa famille. Ainsi, la tyrannie enferme ses victimes dans un dilemme sans issue. Les hommes, quant à eux, sont souvent contraints de participer, livrer leur épouse, préparer leur fille, cautionner par leur présence la scène imposée. Cette complicité forcée détruit leur autorité symbolique. Le sénateur, qui a été obligé d'accompagner l'indignité, ne parle plus d'égal à égal dans la curie. Son regard trahit ce qu'on lui a fait endurer. Il y a aussi les enfants. Les sources antiques, prudemment, ne s'étendent pas. Elles laissent toutefois comprendre que des mineurs, garçons et filles, issus de hautes familles, ont été exposés à des scènes qu'aucun enfant ne devrait voir, parfois même entraînés dans des dispositifs de domination destinés à marquer à vie. La conséquence est tragique.
Relations impossibles, confusion durable entre pouvoir et intimité, reproduction des schémas. Caligula semble comprendre que traumatiser la jeunesse de l'élite, c'est inscrire sa marque au-delà de son propre règne. Au fil des mois, la dérive se ritualise. L'empereur se déclare vivant parmi les dieux, exige que des actes symboliques d'allégeance passent par une dimension sexuelle présentée comme un culte impérial. Des cérémonies sont scénographiées avec protocole, comme si l'accès au corps du prince ou de ses représentants était une communion, et la vision imposée aux autres une forme de dévotion. Ce cadre pseudo-religieux sert d'alibi aux demandes les plus extrêmes. En parallèle, le phénomène déborde du palatin. Des gouverneurs, des chefs militaires reproduisent à distance des cours de la peur. On comprend vite que la faveur impériale se gagne en imitant la capitale. Les populations vivent sous la menace permanente que leur foyer soit requis pour un caprice d'un représentant. L'abus devient outil de gouvernement, le territoire un réseau de relais où chacun tente d'impressionner le centre par sa créativité dans l'humiliation. Ver Firtio Apranta. Jour après jour, le système atteint un paroxysme. Les réunions s'étirent en spectacles interminables où des centaines de personnes sont forcées de jouer leur rôle. La cruauté se fait démonstration philosophique. Les valeurs romaines, pudeur, honneur, pietas, ne pèsent rien face à la volonté nue du prince. Caligula laisse entendre qu'il fera de ces pratiques une religion d'État, que tous les citoyens seront tenus d'y participer comme preuve de loyauté. Cette menace finit de convaincre ceux qui le protègent de passer à l'acte. Le 24 janvier 41 après Jésus-Christ. JC, dans les couloirs souterrains de son propre palais, des membres de la garde prétorienne l'assassinent. Les motifs sont politiques, bien sûr, mais aussi personnels. Certains ont vu leur famille broyée par le système et la colère demande son dû. Le nouvel empereur, Claude, hérite d'un chantier moral impossible. Que faire de l'après? Des pièces sont murées, d'autres réaménagées, des objets compromettants disparaissent. Non pour honorer la mémoire de Caligula, mais pour épargner les victimes et leurs proches d'une humiliation infinie. Le nettoyage touche aussi les archives, ce qui a servi de chantage et détruit, des listes brûlées, des décors démontés. Les auteurs antiques raconteront l'essentiel, mais avec des périphrases, des sous-entendus. La société romaine n'autorise pas les mots crus sur de telles choses et beaucoup de familles réclament le silence. Suétone, Dion Cassius, Philon ou d'autres laissent un témoignage précieux, mais pas neutre. Hostilité politique, goût du sensationnel, relectures après coup. Certains détails, aménagements précis, fiscalité du corps, diffusion systémique, restent débattus, faute de preuves archéologiques irréfutables. Ce que l'on sait sans ambiguïté, l'atmosphère de peur, la mise en scène de la domination sexuelle comme arme de pouvoir, la complicité forcée des élites, l'extension par relais et la chute brutale par la main même de ceux censés le garder. Les conséquences dépassent largement les 4 années du règne. La noblesse sort fracturée, des mariages irrémédiablement détruits, des lignées marquées. Les enfants exposés dans le palais deviennent des adultes mal armés pour des liens équilibrés. Certains reproduisent de la violence qu'ils ont connue. Le tissu social se dégrade et l'Empire se souvient, même si l'histoire officielle préfère parfois détourner les yeux. Surtout, Caligula laisse un modèle, pas toujours poussé à l'extrême, mais compris par d'autres. La sexualité comme technologie de domination, l'intimité comme levier pour faire plier, pour acheter le silence ou détruire une opposition. On n'a pas besoin d'égaler Caligula pour comprendre la puissance de cet outil. Aujourd'hui, les visiteurs déambulent sur le Palatin, admirent les ruines, les pavements, les pans de murs baignés de soleil. Peu imaginent la densité de silence qui s'y est déposée. Pourtant, pour qui sait regarder? Des fondations qui trahissent des salles conçues autant pour voir que pour faire. Des conduits où l'on effaçait les traces matérielles, des couloirs où l'on attendait, le souffle court, qu'un esclave vienne chercher votre nom. Les fantômes ne parlent pas, mais les pierres, elles, murmurent encore. L'épouse d'un sénateur qui s'est donné la mort plutôt que d'endurer une autre nuit de faveur. Un enfant qui a vu sa mère humiliée sans pouvoir rien faire. Une matrone contrainte de servir dans un quartier du palais comme on sert dans une taverne. Leurs histoires ont été gommées des tablettes, mais leur empreinte est là, dans la façon même dont la lumière glisse sur le marbre. La transformation du palais impérial en théâtre de l'horreur intime n'a duré que peu d'années. Mais son écho traverse les siècles. Elle rappelle une chose simple et terrible. L'abus sexuel n'est pas une déviation privée,
C'est une arme de pouvoir quand les garde-fous sautent. Ce n'est pas une curiosité antique. C'est un schéma qui revient dès qu'un être humain obtient un pouvoir sans contrepoids et choisit de l'employer contre les plus vulnérables. Les costumes changent, les rites aussi. La logique demeure. La différence, parfois, ne tient qu'à l'échelle et à la documentation. Là où jadis on murait des salles, aujourd'hui on efface des fichiers. Mais le mécanisme, pouvoir, contrôle, exploitation, est d'une constance inquiétante. En fin de compte, l'empereur qui a fait du palais un instrument d'opprobre laisse autre chose que des survivants traumatisés et un chaos politique. Il laisse un mode d'emploi pour le terrorisme sexuel, un manuel que certains tyrans liront à demi-mot. Son héritage n'est pas gravé dans le bronze. Il est inscrit dans des cicatrices invisibles transmises de génération en génération. Et c'est peut-être la seule inscription qui compte. Celle qui nous rappelle que les pires crimes sont ceux qui ne détruisent pas seulement des corps, mais des âmes, et qu'aucune civilisation, si raffinée soit-elle, n'est à l'abri quand elle renonce à poser des limites au pouvoir. Si ce récit t'a plu et que tu veux d'autres vérités cachées de l'Antiquité, abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes. L'histoire est plus claire quand on la lit ensemble.